C'est l'heure de l'entretien. Bienvenue à vous, François Jolivet. Merci de m'avoir invité, madame. Vous êtes député La République En Marche de l'Indre et vous venez de publier une tribune dans le Figaro pour marquer votre opposition à la légalisation du cannabis. On le sait que c'est un sujet en ce moment qui, en tout cas, intéresse les députés. Alors certains sont contre, certains sont pour. Donc vous êtes farouchement contre cette légalisation. Vous dites que c'est une chimère mortifère. Mais tout de même, on peut vous opposer le fait que, actuellement, le système, c'est-à-dire de non-système, c'est-à-dire on interdit, est totalement inopérant parce que les gens continuent de se droguer et les circuits criminels continuent de s'épanouir, on va dire. Votre constat est parfaitement juste, madame. En revanche, est-ce pour autant qu'il faille autoriser quelque chose qui est interdit? Ce serait un signe effroyable. C'est presque une question philosophique. C'est presque une question philosophique, madame. En fait, aujourd'hui, le constat, quel est-elle? Une augmentation dans notre pays de la consommation de produits stupéfiants, notamment du cannabis. Parce qu'en fait, nous sommes situés entre le Maghreb et les Pays-Bas étant devenus un narcopays depuis qu'ils ont légalisé l'utilisation du cannabis. Par ailleurs, les forces de l'ordre... Pourtant, il est cité sous... Pardonnez-moi, mais les Pays-Bas sont toujours cités en exemple. Oui, alors, mais ça veut dire quoi? Ils sont cités en exemple par les défenseurs de la légalisation ou peut-être par des consommateurs. Ils ne sont pas cités en exemple par les procureurs d'Interpol ou d'Europol. Ouais. Puisqu'en fait, le cannabis légalisé dans les Pays-Bas, vous voyez, mon lapsus parlait de l'Espagne, mais on pourra parler de l'Espagne oui, après, a eu pour conséquence, certes, un effondrement provisoire du marché. C'est-à-dire que les trafiquants ont perdu leur marché. Mais en fait, ils l'ont reconstruit parce qu'ils ont remis en vente des produits qui étaient à un prix inférieur à celui pratiqué par le service public du cannabis des Pays-Bas. Et puis, pour rendre dépendants Alors, quand vous dites les rendre dépendants, ça veut dire mettre un taux de ce qu'on appelle de THC, cette molécule qui accroît la dépendance et l'effet, entre guillemets, sur le psychique. Voyez, qui rend stone. Qui rend stone, voilà, et durablement stone. Sauf que la culture en Europe de l'usage du cannabis, elle n'est pas celle de l'Afrique du Nord. Oui, c'est-à-dire en Afrique du Nord, on a toujours fumé du cannabis, ce qui n'est pas le cas chez nous. Ouais. Et en fait, on n'a pas cette même culture. Les gens âgés qui fument du cannabis en Afrique du Nord, c'est comme boire un apéritif, mais ce n'est pas des produits trafiqués, ce ne sont pas des produits qui rendent dépendants. Ce n'est pas du tout la même culture. Et puis là-bas, il n'y a pas d'alcool. Chez nous, il y a de l'alcool. Les grands voyages en Espagne, à Ibiza, pour aller consommer de l'alcool, ça s'ajoute avec le cannabis. D'ailleurs, l'Espagne est devenue le premier pays aujourd'hui consommateur de cocaïne et d'héroïne, parce que les jeunes, eh bien, lorsqu'ils ne fument pas du cannabis, ils franchissent un autre stade. Bien sûr. Et en fait, le cannabis détruit. Moi qui suis un ancien élève, bien sûr, un ancien pion, j'ai vu les effets qui ont tordu les esprits de certaines personnes. Et des jeunes que j'ai vus se détruire. Et en fait, la destruction, moi, en tant que parlementaire, je ne peux pas en être complice. C'est vrai ce que vous dites, quand les enfants, les jeunes fument de plus en plus jeunes. Hein. Ils fument, parfois, on les voit à la sortie de l'école ou du collège ou du lycée. Et un cerveau atteint sa maturité à 25 ans. Et lorsque l'on fume... avec un haut taux de THC, ce que vous disiez tout à l'heure, le cannabinoïde, eh bien, ça fait des ravages effectivement sur le cerveau. Mais si c'était légalisé, est-ce que ces jeunes-là pourraient aller consommer un cannabis, on va dire encadré, avec peut-être moins de substances toxiques et qui ferait moins de dégâts? C'était le pari des Pays-Bas, ils ont perdu. Parce qu'en fait, il y a trop d'argent en jeu. Et vous pensez... Comment penser que ceux qui vivent de ce produit, de la vente de ce produit, et qui ne le consomment d'ailleurs pas toujours, pourraient accepter durablement de perdre leur marché? Pour eux, c'est une entreprise. D'ailleurs, une entreprise criminelle. Ouais. Mais cette entreprise criminelle, elle a des réactions, elle a des opérations de marketing. Et bien évidemment, comme dans les Pays-Bas, je prends le pari qu'ils baisseraient leur prix et qu'ils augmenteraient le taux de THC. Et en fait, les utilisateurs reviendraient à leur premier produit et premier fournisseur. Puis moi, j'ai un peu de mal à imaginer le logo de la République à côté d'une feuille de cannabis. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'on a... Certains imaginent de créer le service public du cannabis.
Je dirais ceux-là sont peut-être... C'est peut-être la meilleure... Je dirais que mes collègues qui pensent ça se disent, bah oui, on va étatiser, donc ça ira mieux, puis en plus, on pourra donner des débouchés de production agricole en France. Ouais. Mais je leur dis, comment est-ce possible de penser cela? Quand on sait, c'est être naïf. C'est être naïf avec les réseaux criminels. Mais alors, dans ce cas, si on continue d'interdire le cannabis, vous voyez bien que ce qu'on vit aujourd'hui est dramatique aussi. Donc, Mais c'est vrai que nous avons certains quartiers, madame, où des cartels de distribution de produits stupéfiants se tuent les uns les autres. Mais aussi parce que les forces de police sont de plus en plus présentes. Les orientations qui ont été fixées par le gouvernement sur ce domaine sont très claires. Et moi, je crois qu'il faut poursuivre, parce que ce sujet nous dépasse, et dépasse simplement le simple cannabis. C'est la criminalité organisée mondiale qui est concernée. Donc il vaut mieux démanteler les têtes de réseau plutôt que de laisser prospérer durablement le marché de ces têtes de réseau. Parce que la culture française n'est pas on ne dans le démantèle cannabis. pas ces têtes de Vous réseau? avez des parquets spécialisés aujourd'hui qui font beaucoup de choses, mais la tâche est immense. Et sans doute, peut-être faudrait-il durcir encore la législation. Mais s'il y a une augmentation des effectifs de forces de l'ordre, y compris d'ailleurs dans la cybersécurité, d'ailleurs, quand on parle de mondialisation des réseaux criminels, il faut y ajouter au trafic humain, à la drogue, et bien également la cybersécurité. Tous ces réseaux fonctionnent de moyens malhonnêtes. Et aujourd'hui, la France n'est pas en train de perdre, la France réagit. Les pays qui ont légalisé ont perdu. Vous savez, il y a le Par Canada... exemple, l'Espagne. Oui. Alors, le Canada, très récemment. Le Canada, très récemment, enfin il y a 2 ans, je crois, la consommation a été légalisée. 42% des sources, rapports canadiens, 42% des utilisateurs de produits stupéfiants format cannabis sont revenus à leur premier fournisseur, avec une augmentation du taux de THC. Ouais. Donc en fait, on remet des substances bien plus dangereuses. Pour reconquérir le marché. Donc on remplace par quelque... De toute façon, alors après, le mal est toujours remplacé par le mal. Par le mal. Mais alors la question que je vous pose, est-ce que le Canada doit augmenter le taux de THC des produits qu'il distribue? Ah non, bien sûr. Et l'Espagne? L'Espagne, aujourd'hui, la consommation est autorisée, y compris d'ailleurs pour des substances plus fortes. Ce que l'on sait simplement, c'est que les jeunes Espagnols qui transgressaient en fumant le cannabis, comme ils ne transgressent plus dans leur parcours d'adolescent, et on sait que l'adolescence est un moment difficile à vivre, et bien sautent un palier et s'en vont vers la cocaïne et l'héroïne. Est-ce que vous ne pensez pas que dans l'attraction de la drogue, l'idée de la transgression est importante? Je pense que la transgression est un facteur explicatif pour les adolescents. Ouais. Parce que c'est interdit, on le fait. Parce que c'est interdit, on le fait. Il est interdit d'interdire. Ah c'est une génération, celle de mes parents. 68, ouais. 68. Mais pour autant, moi j'ai le sentiment profond, madame, que celles et ceux qui, de bonne foi, véhiculent cela, et je mets de côté le cannabis thérapeutique, je ne suis pas contre ce qui soulage, encadré par des médecins. Mais lorsqu'on est un consommateur seul avec son pétard ou autre, eh bien, on n'est pas accompagné d'un médecin. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est les médecins ne font pas la promotion du cannabis. Alors, justement, les médecins, parce que le sujet du cannabis est toujours vu sur le prisme économique. Mais parle-t-on suffisamment des dégâts psychologiques sur la santé mentale que la drogue provoque? Madame, j'ai l'impression que le sujet est complètement évacué. C'est un autre argument qui fait que je suis défavorable à sa légalisation. Il suffit d'interroger des pédopsychiatres et qui considèrent qu'aujourd'hui, c'est le premier mal de la jeunesse française. Oui. Il suffit d'interroger des enseignants qui vous expliquent que les troubles de comportement d'un certain nombre de leurs élèves... De la violence. Et de la violence sont les facteurs explicatifs. Alors après, la violence peut s'expliquer par plein de raisons, mais en tous les cas, c'est aussi un facteur d'explication. Mais de la même manière, vous savez, madame, lorsque les forces de police ramassent des gamins de 13 ans à 3 heures du matin, à une heure où ils devraient plutôt dormir chez leurs parents, on pourrait se demander où parfois sont les parents. Je dirais que le cannabis saisit toute personne faible. Et ça, c'est une difficulté. C'est une difficulté profonde. Et la société
aujourd'hui est devenue très permissive. Et puis vous savez, le cannabis, à une certaine époque, on en disait « Oh, c'est pas trop grave ». Mais c'était la génération de mes parents qui disaient ça. On a été permissif en France. Oui, permissif, mais les produits étaient peut-être pas les mêmes. Les produits n'étaient pas les mêmes, et puis ils n'avaient pas eu la même éducation que les enfants de 13 ans aujourd'hui. Et ça, c'est important. Les gens de 50 ans, 60 ans qui veulent fumer du cannabis, ils n'en seront jamais dépendants. Le jeune à 13 ans, par contre, oui. Et ça, c'est effroyable de faire la promotion de la légalisation de ce type de produit, parce qu'en fait, on donne un coup de main au réseau criminel pour se maintenir. On place des enfants, parce que tous les enfants ne fument pas du cannabis, on place des enfants qui, pour des raisons qui leur sont propres, sont plus faibles ou plus fragiles que d'autres, comme étant des proies de réseau. Oui. Et puis par ailleurs, après on dira, il faut faire en sorte de pouvoir les accompagner, de développer des services pour essayer de lutter contre ça. Je ne peux pas imaginer un pays comme la France devenir cela. Vous savez, à Interpol, on dit du Portugal, de l'Espagne, des Pays-Bas, que c'est un narco-pays. Mais moi, je ne veux pas que mon pays devienne un narco-pays. C'est ainsi que vous, d'ailleurs, vous finissez votre tribune. Donc, je vous renvoie dans une tribune du Figaro. Merci beaucoup, François Jolivet. C'est moi qui vous remercie, madame. Et on se retrouve très vite sur France 24.